Bienvenue dans cette nouvelle émission. Pas quoi de neuf. Le kiosque. J'ai été troublé par quelque chose. Première émission après ce carnaval où j'ai vu une belle dame dans le carnaval. On va parler du carnaval d'ailleurs. Bonsoir Béatrice, ça va bien? Bonsoir à toutes les téléspectatrices, à tous les téléspectateurs et à mes collègues ici présents. Pas trop fatigué après ce carnaval ou tu bien sûr que si, bien sûr que si. Tu restes te reposer au moment. Oui, bien sûr, oui. Oui. J'ai d'ailleurs fait plusieurs fois le trajet à pied. À pied, oui. Très bien. Merci d'être là. Bonsoir Michel Branchy, rédacteur en chef du journal Justice. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. J'espère qu'effectivement, pour ceux qui ont participé au carnaval, ça a été une occasion de décompresser. Et pour ceux qui n'ont pas participé, ça a été une période de réflexion et pour recharger les batteries, puisque ce sont des vacances. Voilà ce que je souhaite à tout le monde. Et malheureusement, nous nous retrouvons face à nos problèmes. Ok, merci beaucoup Michel. Carl Paolo, merci beaucoup. Oui, la seconde fois de participer avec nous à cette émission. Merci bien. Oui, merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Le carnaval, ça a été une parenthèse, une parenthèse bien timide, puisque la vie continue, y compris sur le plan international. Quant au carnaval, je trouve que globalement, ça s'est plutôt bien passé. J'avais quelques craintes, j'avoue, même s'il y a eu des petits problèmes. Donc, sur ce plan-là, les gens se sont amusés, et puis c'est tout. Je n'ai pas de commentaires particuliers à faire sur ça, mais il n'y a pas eu trop d'écart, on aurait pu craindre. Finalement, cette crainte n'était pas justifiée, donc tant mieux. Bien, merci beaucoup. Bertrand François Lubin, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Donc effectivement, je reviens après une petite absence de quelques semaines. Mon activité professionnelle ne me permettait pas. Donc effectivement, c'est avec plaisir que je participe avec vous à nos échanges pour un tant soit peu éclairer les téléspectateurs et téléspectatrices, donc à qui je dis bonsoir du reste. Et s'agissant donc du carnaval, c'est vrai que je suis un carnavalier, j'ai même été dirigeant d'un groupe de carnaval il y a quelques années, donc c'est une période que j'aime beaucoup, même si cette année je me suis un peu retenu, mais j'ai quand même fêté le carnaval, avec donc de la retenue, mais j'ai quand même profité de ce moment de repos et d'amusement. Très bien. Merci beaucoup, Charles Chamas. Merci d'être avec nous. Merci à toi. Avec la veste. Merci à toi pour l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices et bonsoir à mes amis chroniqueurs. Oui, carnaval, un moment de déconnexion. J'y ai participé, mais avec moins de ferveur que d'habitude, puisque on essaie effectivement de se contenir et puis on essaie de faire attention. Ceci étant dit, effectivement, comme disait Carl, l'ambiance était bonne et puis non, il y avait de l'animation, pas de débordement, donc tant mieux, on a passé un bon moment. Maintenant, effectivement, on retrouve les problèmes. Voilà. Alors, mais qui ne s'était pas arrêté du reste, comme l'a dit Michel, qui ne s'était pas arrêté, parce qu'on se rend compte que le lundi matin, par exemple, le lundi gras et le mercredi décembre, il y a de plus en plus de gens qui travaillent. Comparativement, il y a encore quelques années, j'ai observé que le lundi matin particulièrement, je me suis dit, tiens, comme je suis à un endroit où je vois beaucoup de voitures passer, je me suis dit, tiens, comme je trouve que la circulation est assez dense pour un lundi gras matin, ce qui prouve bien que les choses ne s'arrêtent pas au nom de majesté Laval. Oui, mais alors je te dirais que je suis un fervent partisan du lundi gras. Et ça m'amène avec quelqu'un que Carl a connu bien. Je pense en particulier à notre ancien camarade André Constant, qui se déguisait avec quelques gredins du même acabit. Et puis il y en a d'autres, je ne sais pas s'ils sont toujours vivants, Edmond, le docteur radiologue qui se trouve à Général de Gaulle, etc. Il se déguisait il faisait le mariage burlesque,
je pense que c'est une des particularités de ce carnaval, c'est le goût de l'inversion et de la transgression. Et que, quoi qu'on dise, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait un carnaval une année que ça disparaît. Non. Voilà. Alors, en parlant de déguisement, de tout ça, il y a une polémique qui a démarré sur Facebook. Il y a une sociologue qui dit que foutez-nous la paix avec nos seins, nos fesses dehors. Lorsqu'on voit les fesses des hommes au carnaval, personne ne s'insurge, alors que tout le monde, soi-disant, s'insurge lorsqu'on voit des seins, lorsqu'on voit des fesses, lorsqu'on voit des choses comme ça. Pourquoi tu dis ça, Michel? Il n'y a pas de fesses au carnaval cette année? Parce que dans ce qu'elle dit, c'est que les femmes sont dénudées, d'accord, mais les hommes aussi sont dénudés, et on voit des choses. Donc pourquoi on dit tant de bêtises aux femmes qui sont comme ça? Je m'abstiendrai de commenter ce genre de sujet. On va demander ça à une femme, alors. Non, je m'abstiendrai de commenter ce sujet parce que on part du principe qui n'est pas exact, que les hommes et les femmes c'est pareil. C'est pas pareil. Nous sommes égaux, mais nous sommes pas pareils. Voilà, c'est tout. Madame, c'est bien défend, j'en sais rien. Quel est ton avis sur ça? Est-ce que les femmes sont trop dénudées? Je ne sais pas, quand tu dis pareil, mais enfin bon, c'est peut-être aussi des fois des conflits de génération et on retrouve bien là le propos d'un patriarcat bien établi. Oui, mais je le dis. Bon. Oui. C'est pas pareil, mais les femmes et les hommes, on n'a pas la prétention d'être du même genre, mais pour autant, si on doit parler tant de nudité ou d'autres choses, la vérité c'est que sur notre carnaval, oui, il y a de plus en plus de nudité. Moins peut-être avant on voyait les hommes par exemple qui venaient avec des vieilles robes grand-mère et tout ça. Aujourd'hui un homme au carnaval s'habille d'un string. Bon, je vois pas pourquoi ça serait plus choquant ou moins choquant que des pommes-fesses de jeunes femmes. Mais il y en a de plus en plus et la sociologue ne dit pas ça ne doit pas interpeller. Elle dit on doit être interpellé de façon générale, écouter, voir ce qui emmène finalement à ces nouveaux types de phénomènes, les étudier, en discuter et ne pas être dans un jugement qui soit toujours d'ailleurs sur la femme. Parce que, en l'occurrence, il y a eu beaucoup sur les réseaux de photos de femmes, notamment des femmes assez fortes, avec des vêtements parfois très moulants ou très dénudés, en tout cas qui montrent beaucoup leur corps, et des critiques qui étaient très acerbes. Mais on ne voit pas, je peux vous assurer pour l'avoir fait, pour avoir vu, qu'on ne voit pas non plus dans la gente masculine que des choses qui plaisent à notre sens esthétique. Voilà. Par exemple? Quand je te dis un homme avec un string et un gros bidon, ça me plaît pas non plus. C'est pas mon sens esthétique, quoi. Tu vois, c'est pas obligatoirement mais libre à la personne de s'adonner à ce qui lui plaît. C'est pas moi, je ne le ferai pas. Mais si d'autres le font, les deux vont m'interpeller. Je me suis posé la question. Par exemple, j'ai vu des hommes habillés d'une couche culotte. Bon. Je suis désolée, c'est pas mon sens esthétique. Avec un tampon qui sort, c'est pas mon sens esthétique. Avec un tampon. Ah. Voilà. Donc, voilà. Alors, Carole, qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne suis pas sûr que ça soit si nouveau. C'est pas parce qu'on parle d'un phénomène sur les réseaux sociaux qu'il existe aujourd'hui. Enfin, pour avoir beaucoup couru le carnaval quand j'avais entre 14 et 40 ans, bon, ça fait déjà un certain nombre d'années que j'ai plus 40 ans quand même. Bon, ça existait. Alors peut-être pas avec la même ampleur. Bon, mais enfin, quand j'avais 17-18 ans, j'allais courir le vider dans l'idée de me faire une copine pour aller danser après. C'était ça le plan. Donc, Juste danser après. Et plus il y a affinité. Parce qu'on parle au carnaval et plus il y a affinité. Et on dit que 9 mois plus tard, en novembre, les Ish Carnaval. C'est possible. Le carnaval, c'est le rapprochement des gens, c'est une forme de fraternité. Moi, ça ne me choque pas. Franchement,
à la limite, si les gens assument ce qu'ils font, moi je trouve ça plutôt courageux. Oui. Bon. Et je ne suis pas une sorte de père la vertu, je ne garde pas un ordre moral quelconque. Les gens font ça, bon, c'est dans le carnaval, c'est comme ça, les groupes de malpropres. On appelle ça comme ça, hein, dans le temps. Merci, Karl. Ça existait. On fait comme si le monde débute avec les réseaux sociaux. Moi, ça m'épate toujours de voir ça. Et on fait comme si avant, mais non, on était tous à la messe, quoi. Hein, enfant de cœur, pas du tout. Très bien. Docteur? Moi, c'est la dimension. Moi, je ne veux pas me positionner sur le plan moral, mais sur le plan esthétique, effectivement, il y a des choses qui sont belles et puis il y a des choses qui ne sont pas belles. Voilà. Donc, sur ce plan-là, voilà. J'ai vu des choses qui ne sont pas belles, et puis comme j'ai vu des choses, effectivement, extrêmement belles. Et c'est un peu ça aussi, le carnaval. C'est ce sentiment, cette exaltation de la beauté qui fait aussi le charme de notre carnaval. Donc, voilà. Il y a des belles choses et puis il y a de très belles, vilaines choses. Alors, Charles, Juste deux mots pour dire que moi non plus, je est-ce ne que suis tu pas... m'autorises à dire que tu t'es habillé en femme? Oui, bien sûr. D'accord. Donc Charles était habillé en femme. pendant Sauf le carnaval. mercredi, puisque je n'ai pas retrouvé la gaule de ma maman, la gaule blanche. Ceci étant dit, non, je suis un petit peu... Je ne suis pas moraliste. Hein. Le carnaval est fait pour transgresser un petit peu les règles. C'est une période de hors norme avec un tantinet de provocation. Par contre, je ne suis pas pour la pornographie. Hein. Il y a des accessoires et puis il y a des photos qui sont brandies devant un public de jeunes personnes qui devraient être épargnés de ce genre de manifestations, de ce genre de provocations, de monstrations. Je ne crois pas que ce soit quelque chose d'intéressant. Non, la pornographie, non. Par contre, les personnes s'habillent, se dénudent comme ils veulent. Et si elle l'assume par la suite, et puis s'il n'y a pas le concubin ou la concubine ou le mari ou la femme qui demande de la retenue, c'est pas moi qui vais m'ériger en censeur moral. Voilà. Bien. Ça te va, Michel? On continue sur un autre sujet alors? Oui, je pense que... Il vaut mieux. Je pense très franchement que une des caractéristiques du carnaval, c'est l'humour et la dérision. Par conséquent, il y a certainement autre chose à faire que, comme ce que dit Chamas, que la pornographie. Voilà. Bien. Et les chansons? Tu as écouté les chansons de cette année? Oui, j'ai entendu quelques chansons qui véhiculaient des idées que je ne partage pas. D'accord. Bon. Et sur les chansons, messieurs, madame et messieurs? Oh, c'était Ça moins va, original. c'était... Oui, enfin, j'ai pas tout entendu, Ouais. j'ai entendu quelques morceaux. Bon, comme d'habitude, hein. Ça peut être elles sont grivoises, elles sont politiques aussi, parce qu'effectivement, quelques chansons avaient une connotation politique, oui. Mais c'est le moment, C'est ça a toujours été carnaval. ça. Voilà, Ça a toujours été cela, c'est le carnaval. Et les 12 salopins, lorsqu'ils ont démarré, c'était encore plus chaud que maintenant. Tout à hein. oui. Mais, d'ailleurs, je pense qu'il y avait plus de textes politiques avant, par ailleurs. Oui. Alors, tournés Oui, on peut, oui. avec plus d'originalité, probablement, parce que, sincèrement, c'est un peu égosillé sur les Mais mêmes c'était pas aussi refrains. cru, peut-être, quand même. Oui, non, Parce c'était pas qu'il aussi fallait cru. quand Il y même, avait, fallait, et je disais ça à des neveux que j'ai croisés. Je leur ai dit, vous savez, avant, il y avait des chansons bien plus crues, mais qui étaient bien moins perceptibles, parce qu'elles étaient dites dans une certaine subtilité. Il y avait des choses très subtiles, moi que j'ai découvertes après, par exemple. Il y a des choses que j'ai chantées très petites, et c'est après qu'on a eu à m'expliquer de quoi il en retournait. Carole, tu voulais dire quelque chose sur ça? J'ai sans doute un point de vue un peu nostalgique, peut-être même passéiste, hein, si c'est le cas, je l'assume. Je trouve que nos textes ne sont plus ce qu'ils étaient. J'ai le souvenir, en 1963, je crois, mais j'étais enfant, d'écouter Emmanuel Rosé-Jadéen, qui était joué au ciné-théâtre, enfin, au théâtre municipal, hein, à la mairie. Mes parents étaient dans la salle, moi je n'étais pas dans la salle naturellement. Et bon, évidemment, je trouvais ça très bien, mais j'avais surtout envie d'y aller. Et puis quand j'ai eu l'occasion d'aller au concours de chansons créoles quelques années plus tard, le spectacle était autant sur scène que dans la salle. Et je trouvais ça très bien. Alors je ne vais pas rappeler toutes les chansons de José Zomo, Moi, il y a un lapin, moi... Exactement, etc. Ouais. Bon, les chansons de Bétali,
Oui, bleu même. pâle, bleu foncé, c'était qui bleu Voilà, pâle foncé? c'est-à-dire, il y avait Au cas où confiance. tu peux remonter à Fetzalvelduc. Oui, enfin bon, je n'ai pas le seul que je connais. J'ai un âge, mais pas. Voilà, je n'ai pas encore plus de 100 ans. Merci. Bon, et je trouve que c'était bien. Bon, aujourd'hui c'est un peu différent, mais après tout, moi je ne demande pas aux gens de reproduire ce qu'ils ont connu. C'est différent. Mais pour avoir participé, y compris à ces différences, ce que je chantais en 1974, par exemple, c'était pas piqué des vers, hein, c'était très cru et en français dans le texte, hein, franchement. Et il n'y a rien, enfin, même les deux salopards, ils passent pour des enfants de cœur à côté. À ce point. Ah oui. D'accord. Nous avions à l'époque un rendez-vous sous les marches du palais de justice avec nos copains du lycée de Bellevue, lycée Schellcher. Et franchement, on ne se gênait pas. Hein. Je ne vais pas chanter ça ici. Parce que puis le caravane a commencé, respectons. Mais franchement, on ne se gênait pas. Donc, bon, on croit toujours, les gens croient toujours qu'ils inventent quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas toujours le cas. Oui, c'est même rarement le cas. L'histoire nous enseigne finalement. Mais on n'a pas la mémoire. C'est la mémoire, exactement. On oublie. Alors, en tant que responsable d'un groupe, est-ce que tu as dû interdire certaines chansons dans ton groupe? Non, à l'époque, bon, c'était encore les années 90, fin des années 80-90, non, on n'avait pas ce problème-là. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, c'était aussi cru. Bon, pour ne pas le nommer, c'était Guanaval, donc, qui est né donc, de fusion entre Guadeloupéens sur le campus du reste. Donc, on avait beaucoup cette dimension politique, puisqu'on s'appelait les anti-stars à l'époque, pour défier un peu le système. Donc, on était dans cette revendication, mais on chantait dans la rue. Dans la rue, on chantait des chansons, qu'on n'oserait pas reprendre dans un autre contexte. Mais il faut que ça demeure quelque chose de spontané dans la rue. Et puis une fois que le carnaval est terminé, on n'en parle plus. Ce qui est plus grave, c'est qu'après, quand c'est estampillé sur un album, là, ça devient plus compliqué. D'accord. Mais tant que c'est de l'ordre du spontané, c'est dans la rue, demain matin, aujourd'hui, tout le monde sait le carême, on a oublié. Et puis, il faut qu'on appelle, parce que ça s'est déjà produit. Moi, j'ai vu une scène de ce type. Moi, j'étais avec des amis dans une soirée le mercredi décembre. Et puis il y a quelqu'un qui s'est greffé à nous. Et une des personnes, un des copains, c'était un responsable d'un journal, notre quotidien martiniquais. Et cette personne l'interpelle à son travail. Et il lui a dit clairement que hier c'était hier et aujourd'hui c'est aujourd'hui. Et il faut aussi donc qu'on soit capable de passer à autre chose. Le carnaval, c'est fini depuis hier, 18h, minuit pour d'autres, et puis aujourd'hui, on parle d'autre chose. Donc, ce qui a été dit dans la rue, on oublie, et puis voilà, parce que c'était du spontané, c'est sorti comme ça, et puis voilà. Ça qui fait ton nom, même pas qu'à répéter. Voilà, il n'y a pas de trace indélébile. Tu as chanté quoi, toi, Charles? Moi, je reviens, nostalgie, je ne chantais pas devant chez mes parents. Quand il y avait la boucle qui passait du côté de la rue Lac, non, j'évitais parce que la mère chambre, c'était pas loin de son balcon et en général, j'allais mieux éviter de prononcer certains mots devant elle parce qu'il y avait un retour à la maison et en général, il pouvait être tumultueux. Bon, en dehors de cela, oui, je me suis amusé comme tout le monde. Et comme j'étais fouillé, j'habitais à Oulénac, on faisait soigneusement attention. Mais c'était ça, vraiment. Moi, j'observais qui était qui regardait. Quoi. Oui. Si je reconnaissais une voisine, j'arrêtais de chanter. Mais c'était ça aussi, c'était l'autorité de la maman. Et puis, c'était le poids de l'éducation. En tout cas, en présence des voisins, en présence des adultes et des parents, enfin des personnes qu'on connaissait. Maintenant... là, je n'ai pas tellement chanté, j'ai plutôt été spectateur. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour tout ça sur le carnaval. Alors, Taubira renonce à sa candidature à l'élection présidentielle faute de parrainage suffisant. C'était prévisible. Oui, pardon. Non, je voulais juste demander, puisque je vais lui demander ça tout à l'heure, il va vous scruter, mais est-ce que Mme Hidalgo a fait de même? Parce que j'ai loupé un petit peu. Non, là, depuis longtemps, c'est parrainage. Depuis longtemps, c'est parrainage. Elle est même. Non, mais est-ce qu'elle a renoncé? Non, mais est-ce qu'elle a renoncé? Elle a ses parrainages. Donc elle continue. D'accord. Donc tu disais pour Madame pour paraphraser le titre de Femmes et Ouvrages, un chronique
d'un retrait annoncé, j'ai envie de dire. Hein. Donc, Tout ça pour ça. Voilà. On en est presque effectivement à arriver à se dire tout ça pour cela. Mais au-delà, ça pose le problème du système de présentation qu'on appelle couramment système de parrainage, mais système de présentation. Donc par des élus locaux dans d'autres pays. Si je fais la comparaison avec le Portugal, qui a le même le même régime que, c'est peut-être l'un des grands pays au sein de l'Union européenne à avoir le même régime que la France, avec un président élu au suffrage universel direct. Ce n'est pas ainsi qu'on procède, ce sont des citoyens qui présélectionnent. Et peut-être qu'il y a une proposition qui a été faite il y a quelques années dans ce qu'on appelait le comité Balladur, qui a abouti à la loi constitutionnelle de 2008, où, bon, on n'est pas allé jusque-là, mais peut-être qu'on réfléchisse à cette solution, qu'on passe d'un système de présentation à un système de présélection. Donc, ils avaient proposé à l'époque 100 000 élus locaux, députés, sénateurs, qui présélectionnent les candidats. Mais là, effectivement, là, on est obligé donc de poser le problème aujourd'hui, parce que là, il y a un véritable problème et qui est d'ordre démocratique. Hein. Mais est-ce que c'était pas fait pour carrément écarter l'extrême droite? C'est-à-dire, à l'époque, c'était Marine Le Pen qu'on voulait peut-être écarter. Non, au départ, ça a été fait pour éviter la multiplication des candidats. C'était l'objectif. En 62. Jean-Marie s'est présenté Non, en fait, ce que je voulais dire, en fait, l'histoire de rendre des parrainages... Ça a toujours été. Non. Il n'y a pas longtemps, c'est Hollande qui a installé ça. Quoi? Le fait que les gens soient connus pour savoir pour qui tu... Non, la publication des pères, voilà, oui, c'est récent. Ça, c'est récent. Et c'est ce qui fait que certaines personnes, comme Marine Le Pen, Zemmour, n'ont pas eu. Parce que les gens ont peur de dire qu'ils ont parrainé. Et parrainer, ça ne veut pas dire être pour la personne, en fait, je sais pas. Non, mais je crois qu'il faut quand même assumer. S'il y a une difficulté, moi je pense que c'est peut-être que ça manque peut-être d'une partie citoyenne de démocratie participative, quoique comment faire pour choisir aussi des personnes dont on peut penser oui, après les modalités, mais voilà. le principe. Bon. Mais non, mais dans le principe, il faut quand même qu'on soit vigilant sur le nombre de personnes capables de parrainer ou marrainer. C'est près de 42 000 personnes. Tout à fait. Il faut quand même qu'on soit sérieux. 42 000 personnes, et on se rend compte qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire 500 parrainages ou marrainages. Bon, la difficulté, là, elle n'est pas dans les candidats. Elle est dans les personnes qui ont cette faculté de donner un parrainage ou un marrainage et qui ne l'utilisent pas. C'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, en Martinique, je crois qu'on est sur combien d'élus? Charles va peut-être me donner ça a été publié aujourd'hui par Jean-Marie. La possibilité doit être à une 30 et 30, 60, aller à 80. Quelque chose comme 80 élus. On a à peine une vingtaine qui a donné son marrainage ou son parrainage. Bon, donc c'est sur ça qu'il faut s'interroger. La réalité, c'est un peu comme s'interroger sur l'obligation de vote ou quoi, mais vous avez une possibilité. Faites-en usage. À un moment, il faut être transparent. Alors, que l'on dise après... moi, quand j'entends Bayrou dire qu'il va donner il a parrainé Marine Le Pen, je me dis, il va falloir qu'il assume. Parce que demain, lorsqu'ils vont... Le même Bayrou va demander éventuellement un front républicain. Donc, il va dire aux citoyens, il faut barrer la route au Front National. Ça paraîtra aussi bizarre. Le parrainage et le marrainage sont aussi des outils politiques. Bien. Carl, là-dessus? Je pense qu'en France, on a un problème avec ces questions-là. Et je vais prendre un autre sujet, c'est le référendum d'initiative populaire. On a un problème avec ça, que d'autres pays ne connaissent pas. Oui, mais c'est lié à l'histoire, ça. Hein. Oui, on est d'accord. Bon. Et qu'il a fui effectivement d'une évolution historique. On peut... Moi, ça me gêne que Taubira ne soit pas là. Non pas que je sois d'accord avec elle, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais enfin, on ne peut pas avoir une primaire populaire qui a réuni plus de 450 000 personnes, tout de même. Et puis, on en est là. Je ne me félicite pas de ça. Et si, effectivement, le nombre d'élus ayant apposé leur signature est si faible, ça n'est que révélateur de l'écart qu'il y a entre les 10 élus et la réalité de la population. Est-ce qu'un système politique peut longtemps se perpétuer de la sorte?
Je ne pense pas. Alors quand je dis longtemps, je n'ai pas donné de terme. Hein. Ça peut durer effectivement pas mal d'années encore. Mais je ne pense pas que ça soit sain. En Suisse, on fait des référendums couramment. Comme on dit en créole, bois la vèche pas cassé. Bon, en France, c'est toujours compliqué. Donc je regrette qu'elle n'ait pas eu ces parrainages. Ça aurait été, à mon avis, une meilleure chose qu'elle les ait parce qu'elle représente. Elle a un discours, elle a un contenu. Savoir si on est d'accord, ça c'est notre problème. Bon. Pour Béou, ça ne me gêne pas que Béou ait fait ça. Pour moi, il n'y a pas de. Parrainer, c'est pas approuvé. Bon, alors c'est vrai que sans doute, ça s'est restreint à cause de la publicité qui a été faite. Avant, c'était un tirage au sort. Hein. On ne rendait pas tous les parrainages publics. Il y en avait un certain nombre. Enfin, je n'ai pas la proportion en tête, mais il y avait un certain nombre de parrainages qui étaient rendus publics, mais pas tous. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors peut-être que c'est à cause de ça, j'en sais rien. Mais à mon avis, le système n'est pas sain. Oui, le fait que la transparence qu'on a instituée explique pour beaucoup la retenue dont font preuve les élus locaux, hein, ça c'est clair. Ouais. Mais ça montre aussi à quel point ce système donc, de présentation est encore éprouvé par la dimension partisane. Parce que le problème de Mme Le Pen, de M. Zemmour, ou encore de Mme Taubira, c'est lié aussi au fait que ces personnes n'ont pas d'implantation locale. Donc le système partisan influe beaucoup sur la nomination, la désignation de ceux qui se prêtent à devenir candidats à l'élection présidentielle. C'est aussi un problème que le système local pèse pour beaucoup sur la détermination de ceux qui se destinent à se présenter à une élection qui est par excellence nationale. Oui, je comprends. Ce sont autant de questions que me pose ce système. Qu'est-ce qui te gêne, Michel Nazar? Non, je pense que le système de représentation locale, quand même, reflète la diversité des opinions politiques dans un pays comme la France, et notamment le fait que beaucoup d'élus locaux sont sans parti. Oui, mais c'est ça le problème. Et tiennent d'ailleurs à afficher cette non-affiliation. Bon. Par conséquent, moi je pense que ça reflète le fait que ces personnes n'ont pas d'impact précisément sur les profondeurs de la population. C'est ça que ça reflète. Et s'agissant de Taubira, bon, elle a réuni 450 000 personnes dans une primaire dite populaire. Je dis bien dite populaire, mais bon, d'abord son discours était très vague. On a bien vu qu'on lui a posé des questions sur le logement par l'association de l'abbé Pierre. Elle n'a pas été capable de faire des propositions. Et puis surtout, elle s'est présentée comme quelqu'un qui voulait rassembler la gauche. Or, elle s'est aboutie à ajouter une complication de plus dans le champ politique de la gauche. Alors, quant à parrainer, ce n'est pas approuvé. Oui, parrainer, il y en a national. Bon. Moi, je ne parrainerai pas un élu du Front National pour permettre à Marine Le Pen de venir. Alors, par contre... on peut comprendre aussi que Marine Le Pen fait un certain nombre de voix en France et ne pas comprendre qu'elle n'arrive pas à obtenir 500 signatures pour pouvoir participer à une élection. À elle de convaincre c'est pas parce que nous, on ne vote pas pour elle que... En tout cas, moi, je ne la parrainerai pas. Bien. En ce qui me concerne, et mon parti ne le parrainera pas, le Parti communiste a résolu le problème de la manière suivante. Il a demandé à ses élus de parrainer, comme il n'y a pas d'ennemis à gauche, et qui veut le rassemblement à gauche, de parrainer tous les élus de gauche, y compris Taubira d'ailleurs, pour pouvoir participer et de ne pas parrainer Zemmour et Le Pen. Bien. Charles? Je l'ai dit la dernière fois, je rejoins un petit peu Michel et Béatrice, je ne peux pas... Enfin, il y a une logique d'identité, une logique d'appartenance. Une logique partisane, voilà. Oui. Voilà. Une logique partisane. Même parti d'ailleurs. Moi qui ne suis pas partisan, c'est idéologique. Voilà. Parce que quand tu dis partisan, ça veut dire que
Le des articles, toi qui es constitutionnaliste, Non, je suis le pas- des articles de la Constitution française disent que les partis participent Oui, tout à à fait. la vie démocratique. Oui, oui. Par C'est conséquent, oui, c'est non, parce qu'il y a un l'article, courant, il y a une petite musique anti-parti depuis quelque temps. Je ne suis pas dans les partis, mais bon, je suis dans la primaire pour Taubira, mais c'est le courant social-démocrate en France. On sait très bien ce que c'est que le courant social-démocrate. Bon, c'est tout. Alors, vas-y, continue. je finis. Bon, là, et je rebondis sur ce que disait Karl tout à l'heure à propos du référendum d'initiative populaire, du référendum locaux. Je me rappelle très bien qu'il y a eu un référendum qui a été organisé pour la construction de l'aéroport en Notre-Dame-des-Landes, et les personnes avaient accepté l'installation de cet aéroport-là, et puis ça a été une ZAD, une zone à défendre, et les manifestants, enfin les jeunes ont occupé, etc., pour empêcher la construction de cet aéroport-là. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je pense qu'il y a une désaffection de la population pour les questions politiques, dans la mesure où les politiques sont de moins en moins puissants à régler les problèmes du quotidien des citoyens, et que parfois les leviers de décision ne se trouvent pas du point de vue national, mais du point de vue européen. Et pour boucler mon argument, le désintérêt donc des citoyens de la chose politique amène ceci à ne pas faire la distinction entre le choix de parrainage et de marrainage, et puis l'adhésion de l'élu pour le candidat. Maintenant, me concernant, et c'est mon point de vue qui est personnel, je trouve que c'est manifeste, que personnellement, je n'aurais pas pu parrainer les personnes d'extrême droite. Voilà, c'est mon explication. Il y a effectivement une désaffection des politiques, et donc, en tout cas de la question politique, et donc des citoyens. Et je pense que ces citoyens-là font le raccourci de dire que comme on parraine ou marraine, ça veut dire qu'on soutient. Et c'est dommage. Alors, bon, ce n'est pas parce qu'il y a une désaffection électorale que ça se traduit par une désaffection politique. Nous sommes d'accord. Tout à fait. D'accord. Donc, on voit la capacité déjà à se mobiliser pour des causes. Et justement, l'utilisation qui est faite en France de ces instruments dits de démocratie directe, donc, dont le référendum, qui n'est pas la même chose que la consultation. Déjà, il faudrait que dans notre manière d'expression, qu'on utilise les termes à bon escient. Parce que souvent, je constate qu'ici, on dit consultation et référendum. Alors que ce n'est pas la même chose. Une consultation, c'est pour demander un avis. Un référendum, c'est pour prendre une décision. Il faut déjà qu'on soit clair sur les concepts. L'utilisation qui est faite en France du référendum explique pourquoi on a peu recours à ce procédé. Donc, depuis Napoléon et de Gaulle, et puis, de manière contemporaine, tu as parlé donc de l'affaire du ZAD, donc je me rappelle. Notre-Dame-des-Landes. C'est parce que souvent les élus locaux organisent des référendums sur des domaines qui ne relèvent pas de leurs compétences. Le Conseil d'État a l'occasion à plusieurs reprises d'annuler même un cas. On a utilisé le référendum ici. Je ne dirais pas quelle commune. Oui, bien sûr. D'accord. Pose problème. D'accord. Pose problème. C'est donc il y a une forme d'instrumentalisation. Oui, c'était volontaire. Nous sommes d'accord. C'est d'instrumentalisation politique, donc de l'outil qui explique aussi peut-être la désaffection ou encore le fait qu'on n'utilise pas suffisamment pour permettre effectivement aux gens donc de pouvoir se prononcer. Mais pas seulement des consultations, mais qu'on aille, quand c'est possible, allons jusqu'au référendum. Permettre effectivement aux citoyens de décider. De participer. Oui, quand Cela dit, quand on a fait le référendum sur l'Union européenne, on s'est assis dessus. Parce que ça nous semble loin. Ça nous paraît loin, mais enfin bon. En 2005. Voilà. En 2005. On dit non et finalement ça se transforme en oui. Quoi. Oui, mais quand ce sont des choses qui sont proches des gens, on constate, les communes qui l'utilisent à bon escient, on constate que ça mobilise les gens. Ouais. Moi, je crois qu'il faut quand même avoir un minimum de règles et de principes. La démocratie, ça permet l'expression. Je ne suis pas convaincu qu'on combat un courant de pensée en le dissimulant. Je ne suis pas convaincu de ça du tout. Je crois que c'est même l'inverse. Et que l'ignorance, c'est plus grave que de
permettre aux gens de dire oui. Bon, mais Zemmour, il dit, au moins, Zemmour s'exprime. Il dit ce qu'il pense. Peut-être qu'il y a des gens qui ont changé d'avis le concernant. Puis il y a des gens qui sont pour. Oui, ben, la société française est ainsi faite. Moi, je n'ai pas de... Sinon, si on ne fait pas ça, quelle autre solution on a? Il y a quand même un petit... Moi, j'ai un petit problème moral avec, avec Zemmour, qui est celui de l'historique de ses condamnations. Je crois qu'il y a sur cela, peut-être ça les limites. C'est-à-dire qu'on a là un candidat qui a été plusieurs fois condamné pour incitation à la haine raciale, à la haine religieuse, qu'on n'en tienne pas compte. Mais est-ce que la loi lui interdit dans ce cas-là de se présenter? C'est bien ce qui est problématique. Non, mais pour moi, c'est problématique. Mais comme c'est problématique d'avoir des personnes qui soient capables d'ailleurs de partir sur des élections avec des casiers grands comme mon bras, évidemment. Mais on parlait tout à l'heure de la confiance, mais ça aussi, ça peut interpeller évidemment le citoyen. Quand on a aujourd'hui un niveau de corruption tel que celui qui se manifeste, et on le voit aujourd'hui à la connaissance du citoyen, et quand on voit du coup qu'un délinquant, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, quelqu'un qui est condamné, c'est... D'accord. Bon. Non mais Béatrice, non mais c'est des condamnations graves, non, mais et que cette personne est capable demain de se présenter à cette haute fonction qui est celle de la présidence de la République, ça interpelle sur notre système. Béatrice, je comprends très bien ce que tu dis. Si on prend Fillon, il a été condamné. Mais après, pareil, mais il a été Attends, il a été condamné pourquoi? Parce qu'il s'est présenté. Pourquoi? Là, pour le travail fictif de sa femme à l'Assemblée nationale. François Fillon. C'est parce qu'il s'est présenté, tu dis? Mais évidemment, Roussel, le patron communiste, c'est pas, Roussel, c'est parce qu'il se présente qu'on on dit qu'il faisait du travail dissimulé. C'est pas qu'on dit, c'est pas, enfin Roussel, je ne sais pas, c'est pas encore jugé, mais Fillon, c'était très clair. Indépendamment de ça, en France, c'est un pays un peu curieux de ce point de vue-là. Merci, Karl. Il y a des gens qui ont des condamnations, enfin, je ne vais pas faire la liste. D'abord, je ne pourrais pas, mais enfin, je pense à Sarkozy, même s'il est pour le moment présumé innocent, puisque les procédures sont toujours en cours, il a fait appel, et qui tiennent quelquefois le haut du pavé. Il y a des pays dans lesquels ça ne marche pas. Ça fait impossible. Les pays du nord de l'Europe, ça ne marche pas. Pour moins que ça, on vous oublie. On vous oublie, vous disparaissez. Non, mais je suis d'accord. Donc, en France, c'est différent. Oui. Enfin, dû à nos téléspectateurs. Pourquoi Donc, effectivement, délinquance dans les pays de au col l'Europe du blanc. Nord, parce que il y a un fond culturel qui n'est pas le même. Donc, ce sont des pays de tradition protestante, et on sait que le protestantisme, de manière générale, est marqué du sceau du rigorisme. Donc ce sont des choses qu'on ne saurait concevoir dans ces pays par rapport à les pays de tradition catholique. Les pays de l'Europe, il y a une différence entre les pays de l'Europe du Nord et les pays de l'Europe du Sud. Et on regarde du côté de l'Allemagne et consorts, on regarde l'Italie comme étant le Club Med. C'est comme ça qu'ils sont perçus les Italiens au sein de l'Union européenne. Voilà pourquoi la Grèce a eu des problèmes. La Grèce a eu des problèmes pour qu'on l'aide à sortir de sa situation. Parce qu'on les regarde comme étant des pays de tradition catholique. Donc l'influence du climat sur les comportements des êtres humains, ça fait longtemps qu'on en a déjà parlé, que des gens ont montré, effectivement. Donc tout cela explique effectivement Depuis Montesquieu. Depuis Montesquieu, plus précisément, effectivement, c'est Montesquieu qui était à l'origine de tout cela. Tout à fait. mais la France, quand même, à mon avis, tient sur ce plan, enfin, des grandes démocraties, ils sont plutôt dans le peloton de tête, enfin, me semble-t-il. Et c'est pas récent, ça fait longtemps que ça se produit comme ça, au niveau de la présidence de la République, mais à des niveaux inférieurs. On est fort avec les faibles, mais on est extrêmement aimable avec les puissants. C'est aussi une manière de faire qu'on a en France. Non, mais oui, Michel. Ça pose tout simplement le problème de fond de ce qu'on appelle la démocratie. Mais bien sûr. Bien sûr. Alors, le problème de la démocratie, c'est que il y a une part dans l'acte d'adhésion à un candidat, il y a une part que nous essayons, enfin, en tout cas, le parti que je représente, nous essayons d'être rationnels sur la base d'un programme, d'options, de discussions,
L'expression du d'expression pluralisme. idéologique. Et puis, il y a une part d'adhésion qui est une adhésion presque pulsionnelle. Parce que le candidat plaît, puis il y a ce qu'on appelle quand même, dans la démocratie, il y a aussi la démagogie. Bien sûr. C'est-à-dire le fait de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. J'ai été interrogé tout à l'heure par un journaliste. Je ne dirai pas de quel média. Sur la question de l'outre-mer. On lui a dit que je pouvais avoir des compétences, des lumières sur cette question. Et en réalité, il m'a dit où il voulait en venir. Il est furieux, les Martiniquais sont furieux, parce que quand ils commandent des pièces détachées automobiles en France, quand ça arrive ici maintenant, la Poste, qui ne le faisait pas peut-être, voilà, il passait au travers, la Poste joue le rôle de collecteur, parce qu'il y a un accord avec la douane, de collecteur de l'octroi des mers. Alors, il me dit, alors, quand même, un boucan de Baïda, etc. Alors je lui dis, mais non, mais l'octroi de mer, c'est 220 millions d'euros, dont l'essentiel va aux communes. Oui. Et l'essentiel de cet octroi de mer va dans les budgets de fonctionnement des communes. Les budgets de fonctionnement des communes, c'est des embauches de milliers d'employés communaux. Alors, je dis une chose. Quand il me dit, ouais, mais la taxe sur les carburants. Ah, la taxe sur les carburants, oui, la taxe sur les carburants, c'est 75 millions d'euros, hein, dans le budget de l'institution auquel tu... Ça a baissé. Bon, à peu près, bon, ça On dépend. était plus dans les 100. Hein. Non, Ouais, parce que depuis Covid, bon, il y a eu... Ça a baissé. Ouais, Ça a baissé, puis les voitures consomment moins. Les Martiniquais aussi. Tout à fait, oui. Peut-être. Alors, les économistes se posent la question, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec l'augmentation du prix du carburant et la consommation? Bon, il y a des gens qui ne peuvent pas diminuer leur consommation, mais il y en a qui choisissent. La pandémie aussi a freiné la consommation. Et puis on prétend aussi, bon, les fonctionnaires de la CTM d'ailleurs s'interrogent. Parce que quand ils font des projections pour faire des projets de budget, ils sont obligés d'analyser ces choses-là. Et peut-être même qu'ils font l'hypothèse qu'on a développé un peu plus le covoiturage. Le télétravail peut-être aussi. Voilà. Bon. Mais bref, ce que je veux dire, pour aller Alors qu'est-ce que tu as dit aux journalistes finalement, pour le rassurer? Oui, je lui ai dit qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je lui ai expliqué que s'agissant notamment de la taxe sur les carburants, la taxe sur les carburants alimente le fonds d'investissement routier. Le fonds d'investissement routier va vers le BTP et il y a des syndicats de BTP qui disent qu'on ne fait pas assez le marché. Juste pour un ordre de grandeur par rapport à c'est-à-dire qu'il faut quand même, et ça, ce sont des informations qu'il faut quand même donner aux citoyens, parce que un démagogue, parce qu'il y a un démagogue en Guadeloupe, qui a dit à Richelieu de supprimer l'octroi de mer sur les carburants et la taxe sur les carburants. Et ce démagogue, il appartient à quel parti? Au parti de Le Pen. Ah, je crois qu'il au parti était de Le Pen. D'accord. Alors, oui. Donc c'était juste pour la démagogie antifiscale. La démagogie antifiscale, c'est un vieux problème des partis d'extrême droite. Michel, il faut qu'on avance. C'était juste pour prolonger un ordre de grandeur pour que les téléspectateurs se rendent bien compte du poids de l'octroi de mer dans le budget des collectivités. Il y a un rapport, je pense que tu dois connaître ce rapport, qui date du début des années 2000, qui avait montré que ce que la commune de Sainte-Luce distribuait en salaire correspondait à ce qu'elle récoltait, enfin, ce qu'elle recevait comme produit de l'octroi de mer. Alors, ça permet de mesurer l'ampleur. Mais il faut dire aussi que l'Europe est contre l'octroi de mer. Donc un jour ou l'autre, ça va sauter. On va remplacer ça par quoi? C'est un autre problème. Ça doit être la troisième prolongation. Là, il vient juste d'être voté une prolongation. Non. Prolongation. Tu es en train de faire ce qu'on appelle en politique du déterminisme. Je pose une question spécialiste que vous êtes, Michel. Tu considères que, puisque l'Europe est contre l'octroi de mer, bon, jusqu'ici, elle n'est pas parvenue à le faire. Et je te prie de croire que c'est pas dans la mandature que je viens de terminer, il y a eu au moins 3 rapports. Un du ministère de l'économie et des finances, qui s'appelle le rapport Ferdi, un autre de la direction de l'autorité de la concurrence, et un autre de l'Europe, disant que l'octroi de mer est... Bon, bref, que c'est la pire des choses.
Eh bien, on s'est battu et les... Non, mais ma question était simplement, si jamais ils arrivent à leur fin, par quoi on pourra remplacer ce paquet d'argent-là? Voilà. Je te réponds, Pour la TVA. il faudrait que le budget de la France débourse 1,7 milliard pour pouvoir compenser les budgets des communes. Le problème de l'octroi de mer, c'est qu'on ne le voit pas. Enfin, on le voit, si la commune le voit, ceux qui reçoivent le produit de l'octroi de mer le voient. Mais celui qui, in fine, paye, il ne voit pas ça. Oui. Et ça me paraît poser un problème quand même. Tandis que la TVA, il la voit. Voilà, c'est ça. Il la voit On sur lui son dit- ticket de caisse. On lui dit 8%, il voit que c'est... Si demain matin, on lui dit que c'est 20, il verra que c'est 20. Il va être content, C'est pas le- content, ça, c'est notre c'est le problème. consommateur final qui paie Mais la oui, TVA. parce Non, que mais c'est d'autant plus problématique que ce que Karl dit, c'est d'autant plus problématique que la réalité, c'est que ces messieurs, et ils pourront confirmer, ils ne pourront pas affirmer, puisque je ne raconte pas n'importe quoi, mais votent régulièrement des exonérations. Alors, quand on a tout un train d'exonérations qui est voté, à la CTM notamment, mais que le consommateur ne s'en rend pas compte. Non, mais Charles Il vient sait de pas commencer, que- il n'a pas encore voté, ça peut-être. T'inquiète, il en a déjà voté. Il Il en a déjà voté. Il y en a 4 ou D'accord 5. Bon. Et là, ça devient problématique, en effet, pour les consommateurs que nous sommes. Parce qu'on a des grosses entreprises, de production, parfois moins grandes d'ailleurs, mais en tout cas, on a des produits qui sont exonérés, mais sur lesquels, sur notre ticket de caisse, on ne se rend pas compte qu'ils ont subi une exonération. Charles? En 2009, lors des mouvements sociaux, j'avais regardé ça de près, puisque c'était une des questions. Je m'étais aperçu que l'avoine était moins taxée que le riz ou les lentilles, enfin des produits alimentaires. L'avoine, alors je ne sais pas si c'était pour Les bêtes. les bêtes ou pour qui c'était, mais bon, j'avais trouvé des choses un peu curieuses. Je m'étais posé la question. Bon, mais tout ça relève aussi de la démocratie. Il y a pas, la démocratie, c'est pas seulement sur le plan politique, c'est une démocratie économique. Donc, une question d'information. Alors, sur la démocratie, comme avait dit quelqu'un que je ne citerai pas, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Churchill. C'était Churchill qui disait ça. Bien. Non, mais deux mots. Il y a la démocratie directe, il y a la démocratie par délégation. Bon. S'agissant de l'octroi de mer et des exonérations, les décisions sont préparées par une commission ad hoc où tous les courants politiques de l'Assemblée sont représentés. Où également les socioprofessionnels, c'est-à-dire les 3 chambres consulaires, également les associations de producteurs, notamment la MPI. Bon. Il faut qu'on parle de l'Ukraine, Michel. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que, et en plus, les rapports sont publics. Donc, il y a quand même, on ne peut pas dire que ça soit fait dans le dos. Les exonérations se font. Et les exonérations, elles visent à exonérer les entreprises de production des intrants, de façon à leur permettre de supporter la concurrence des entreprises extérieures européennes qui ont un marché plus vaste et un coût de production plus bas. Bon, voilà. Bien. Donc, c'est une politique de développement, cette utilisation. Alors, on peut le contester, mais C'est pas sur la politique. Tu sais, Michel, il faut. Moi, je me situe au niveau du citoyen, et tout à l'heure, on parle aussi de transparence. À partir du moment où ces politiques de développement dont tu parles ne se manifestent pas dans la réalité, on a ce sujet-là, dans les prix à la consommation, on a de quoi s'interroger. Et. Mais la confiance totale que l'on peut avoir dans un certain nombre de politiques n'exclut pas, non pas le contrôle, parce que quand on a confiance, on n'est pas censé faire du contrôle, mais n'exclut pas qu'on puisse s'interroger au bout d'un moment sur l'efficacité des politiques publiques mises en place. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui se rendent compte que le caddie a été remplacé par un sac.
Alors, avant de parler Ce n'est justement pas de le problème l'Ukraine, qui en est responsable. avant de parler de pas ce que j'ai l'Ukraine, dit. on Ah non, va... mais c'est ça quand tu suggères. Non, je suggère qu'il faut s'interroger sur l'efficacité des Alors, politiques publiques. Alors, Mais ce avant n'est- de parler de ce n'est pas l'Ukraine, mais c'est à propos de Michel, l'Ukraine. on L'enfer est change de pavé de sujet. très bonnes intentions. Il y a la hausse des prix à la consommation, de la consommation. Est-ce que c'est déjà par rapport à ce début Quelle hausse? Je ne sais pas, on m'a mis dans le sujet hausse des prix de la consommation. Alimentaire ou pas café pousse. Qui Non, non, mais non. Mais je suis d'accord avec lui. Qu'on pose déjà le problème. Voilà, On pose bien alors, les termes du tu as débat. travaillé dessus, je pense. Non. Ce que je veux. Mais laisse-le commencer, Michel, s'il te plaît. Vas-y. L'augmentation des prix, estimée pour l'année 2022, là, cette année-là, sera estimée entre 3,5 et 5%. C'est quand même... En Martinique? En France. Ah, En France. bon, d'accord. Mais c'est quand même énorme. Et 3%. entre 3,5 et 5. Alors aujourd'hui, là, avec Pour l'année prochaine. Oui, mais avec la conjoncture de l'Ukraine, ça a été réévalué. Hein, avec la conjoncture Donc de c'est l'Ukraine. quoi? C'est l'inflation ou c'est l'augmentation? Tu as répondu à mes questions. C'est-à-dire, tu as précisé de quelle hausse des prix il s'agissait. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, tous les produits sont en hausse parce que, l'énergie avec la Russie, Pas tous, les céréales, pas tous. je précise, l'énergie, les céréales avec l'Ukraine et la Russie, et puis tous les métaux rares qui sont produits par l'Ukraine vont provoquer une augmentation des prix. Le colza, certaines céréales pour les animaux, donc le prix de la viande va augmenter. Ajouter, doubler de ce qu'on a connu par rapport à la crise Covid. Enfin, la conjoncture est compliquée et ça risque effectivement de faire les classes socio-professionnelles défavorisées souffrir pas mal. Donc c'est en fait le constat qui a été évalué aujourd'hui même par... Tout à fait. Non, mais... Non, alors... Tu permets Ce qu'évoque Charles Chamas, c'est ce que j'appelle tout simplement l'effet boomerang, des mesures de rétorsion prises par l'Union européenne et par les pays européens à l'égard de la Russie. Déjà la Bien Russie. sûr, mais bien sûr, c'est ça qu'il évoque. Ça, ok. Quand il évoque le colza, le blé, le maïs, le nickel, l'aluminium, l'énergie, le gaz, etc., avant même l'intervention des Russes, dans les 15 jours qui ont précédé, tous les marchés se sont enflammés. C'est-à-dire que, par exemple, le pétrole brut a atteint les $100. Et maintenant, il est à 112. Bon. Et dans la dernière augmentation du prix des carburants, qui est calculée sur la moyenne des 15 derniers jours du mois précédent, l'augmentation que nous venons de subir là, de 9 centimes pour le gazole et l'essence, il y a déjà une partie de l'effet Ukraine qui se fait sentir parce qu'on prend en compte la flambée des cours internationaux qui a eu lieu à la deuxième moitié du février. Alors, Voilà. Carl. La formation des prix, c'est quelque chose de complexe. C'est très compliqué de dire, voilà, il y a cette cause qui produit cet effet. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs facteurs. Et si on prend les propos de Charles Chamas il y a quelques instants, comme il n'y a plus de contrôle des prix, donc on a cassé le thermomètre. Donc, je ne dis pas qu'il fallait le garder ou qu'il fallait garder le même, mais quand on n'a pas de thermomètre, comment savoir s'il y a de la fièvre? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut toucher les gens et puis le savoir comme ça? Non, il n'y a pas le thermomètre. L'administration qui s'occupait de ça a été décimée. Enfin, on ne les a pas tués, on l'a réduite. Mais Michel est parti à la retraite. Mais oui, c'est ça. Il faudrait peut-être lui demander que ça, l'administration fasse appel à ses services. Bref. Donc c'est assez compliqué parce que les coûts affichés ne sont pas liés aux coûts de production. Il y a des phénomènes de spéculation. Notamment pour le pétrole. Pour le pétrole, pour le gaz. Bon. Oui. Mais pas que ça.
l'Ukraine. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, avant l'intervention russe, le PIB de l'Ukraine était de 20% inférieur à celui qu'il était en 1990. Nous sommes bien en 2022. Oui. Bien. Tous les autres pays de l'ancienne Union soviétique ont retrouvé et dépassé leur produit intérieur brut en 1990, sauf l'Ukraine. Et ça vient de quoi? Alors, bon, moi, il faudrait aller plus en... Ce que je sais, par exemple, sur l'agriculture, puisque l'Ukraine a ce qu'on appelle des terres noires, des terres extrêmement fertiles. Tchernozem. Mais c'est morcelé entre une nuée de petits paysans. Et en Ukraine, il y a une loi qui interdit de vendre la terre. Donc, pour moderniser l'agriculture ukrainienne, il faut lui faire subir une thérapie de choc avec laquelle les Ukrainiens, en tout cas les petits paysans en question, peuvent ne pas être d'accord. Donc, pour le moment, le PIB ukrainien, malgré toute l'aide que ce pays a obtenue sur la dernière période, et même avant 2014, c'est pas encore ça. 3500 Mais moins que dollars par an et par habitant en 1990. Aujourd'hui, 3500 dollars par an et par habitant en 2022, avec une population qui a augmenté de 16 ou 20%. Et quand on parle de corruption, parce que les aides ont été distribuées, mais bon, les aides ont disparu, donc forcément, ça pose des problèmes. Donc, c'est tout ça. Bon, je ne sais pas si les prix. Enfin, j'ai lu le contraire, moi, que pour le moment, l'augmentation des prix des carburants, telle qu'elle a été enregistrée, ne prenait pas encore la crise ukrainienne. Mais je pense qu'il faut s'attendre à quelque chose qui soit plus près de 30 centimes que de 9 la prochaine fois. Ça veut dire que je pense qu'on va être dans pas longtemps. On va dépasser les 2 euros. Hein. Oui, ça, oui. c'est clair. Moi, ça me paraît tout à fait. Enfin, et l'essence, c'est le gazoil. c'est une hypothèse. Bon. Elle est plausible. La réaction des gens, c'est quoi? C'est aussi d'optimiser leur déplacement. Est-ce que vous savez qu'en Martinique, en dépit de l'immensité de notre île, n'est-ce pas, nous étions le pays dans lequel le nombre de kilomètres moyens parcourus par un automobiliste était le plus élevé de tous les départements de France et de Navarre. Autrement dit, côté ces gens-là qui allaient comme ça. En France, c'est 9 000. Alors, il y a le système, il y a le transport, pardon. Ben ouais, c'est la différence. Il faut remarquer qu'il y a le couvre-feu. Bon, comme avait dit une téléspectatrice, le couvre-feu commence à exister toujours. Michel donne une explication, c'est Bouglani femme de haut. Au pluriel. Pourquoi il ne dit pas c'est Madame Nani nom de haut? Par exemple, tu vois, Michel, Pour le paralyse de l'effort. Il est misogyne. Alors, pour revenir C'est surtout que ça manque de transport public. Pour revenir à l'Ukraine, est-ce que nous ne sommes pas partis là, peut-être pour une troisième guerre mondiale? Est-ce qu'on pensait que ça va s'inverser ou est-ce que ça va continuer à s'intensifier? En une semaine? Enfin, j'ai regardé depuis la semaine dernière beaucoup de documents. J'ai d'ailleurs trouvé un texte, une interview d'Hubert Védrine, qui est un ministre socialiste, ministre des Affaires étrangères, qui a dit que la proposition de faire l'Ukraine adhérer à l'OTAN est une provocation. Il y a une situation qui se dégrade dans ce pays-là depuis 2014. C'est pas, évidemment, ça a pris une tournure aujourd'hui. Mais cette situation se dégrade depuis un moment, avec une guerre dans l'est de l'Ukraine qui a provoqué, alors selon Wikipédia, c'est pas moi qui écris ça, 14 000 morts et puis 2 millions de déplacés. Grégory, est-ce qu'on a une carte de l'Ukraine? Je crois que Manuel avait préparé ça. Si c'est le cas, tu vas nous la montrer, s'il te plaît. Continue. Donc, j'ai lu, pas plus tard que ce matin, une très séante analyse sur un site qui s'appelle Cairn Info, un truc comme ça. Cairn Info, oui. Cairn Info. Généralement, ce sont des articles intéressants, documentés, et qui expliquent en gros que l'Ukraine est de création relativement, enfin, telle qu'on la connaît, de création récente.
jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine, c'était une partie du territoire ukrainien qui était dans l'Union soviétique. Je ne sais pas si c'était jusqu'à Kiev ou un peu après, mais en tout cas, les territoires occidentaux n'étaient pas dedans. La Galicie, par exemple. Qui avait dedans? Kiev était dedans, mais la Galicie, par exemple, Jusqu'à Kiev. jusqu'à Kiev. Ouais. C'est en gros, Kiev, c'est à peu près le tiers. Quand on prend le Dnieper, c'est à peu près le tiers. À l'extrême occidental, la partie extrême occidentale de l'Ukraine, c'est la Galicie. C'est une ancienne possession du royaume austro-hongrois qui a été sous domination polonaise, puisque lors d'une paix qu'on appelle la paix de Brest-Litovsk, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Union soviétique avait reculé ses frontières de manière assez considérable. Bon. Donc il y a des zones qui étaient désertiques, qui ont été peuplées de Russes, par exemple tout le sud de l'Ukraine. Il y a des Lettons, enfin des habitants des pays baltes. Il y a des Polonais, il y a des minorités hongroises. Donc 1945, ça reste relativement récent. Et puis c'est un pays, il faut quand même pas oublier ça. Lorsque les Allemands, les nazis ont déclenché l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion de l'Union soviétique, sur la partie occidentale de l'Ukraine, ça paraît bizarre, mais ils ont été accueillis en libérateurs. Vraiment en libérateurs. Ouais. Bon. Alors pourquoi? Les Russes. Non, les nazis. Les nazis. Parce que les Ukrainiens ont souffert de famine terrible. Alors, pourtant, cette partie occidentale de l'Ukraine n'était pas dans la les a Russie. combattus après. Mais... Elle n'était pas dans l'Union soviétique. Et d'ailleurs, c'est de cette région que partent les mouvements ultranationaux galiciens, ukrainiens. Il faut les appeler par leur nom, néo-nazis. Il y a des mouvements nationalistes extrêmement organisés. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis des suprématistes blancs. C'est pas seulement de l'extrême droite, c'est pas Marine Le Pen, c'est des suprématistes blancs qui ne veulent voir ni juifs, ni homosexuels, ni quoi que... Non. Voilà. C'est des suprématistes blancs. Alors, quel est leur poids réel? Je ne peux pas... On dit entre 15 et 20%. Bon, je crois que le ministre de l'Intérieur actuel et de celui de la Défense parti, aussi. de la Défense, Svoboda. Ouais. Il y a un autre... Alors, il y a un bataillon qui s'appelle Azov, qui s'est battu dans l'est de l'Ukraine. Donc, il y a une situation qui s'est dégradée. Et puis, des accords qui avaient été signés, les accords de Minsk, qui n'ont pas été respectés non plus. Tout à fait. Il y a même... Alors, j'ai entendu parler de ça par hasard, et j'ai recherché l'information. Il y a eu une cinquantaine de militants, enfin de russophones, qui ont été gramés dans une maison des syndicats à Odessa. Et... on a trouvé, même l'Union européenne a dit, mais on ne s'est pas vraiment préoccupé de ça. Bon. Donc il y a vraiment des tensions qui étaient déjà relativement vives. Bon, et puis c'est clair que l'adhésion à l'OTAN, de la même manière que les Américains ne voulaient pas de missiles soviétiques à Cuba, je ne vois pas comment la Russie va accepter les missiles soviétiques à sa frontière. Bon. Alors, on peut dire qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, peut-être. Je ne sais pas. Béatrice? Non, moi, je pense que la géopolitique ne doit pas empêcher de regarder que ce sont des personnes humaines là, qui sont concernées. Hein. Est-ce que la Russie aujourd'hui, peut-être aussi avec un homme politique qui s'appelle Poutine, qui est un peu nostalgique de la grande URSS, il faut le dire. Peut-être même la grande Russie aussi. Bon, de la grande Russie, il faut le dire, avec deux impérialismes, parce qu'il faut les appeler par ce qu'ils sont. Il y a un impérialisme russe, comme il y a un impérialisme occidental porté par les Américains. Le dénouement de la force, c'est l'Union européenne. Donc, le dénouement de la force, c'est l'Union européenne. Dans quel sens? Juste pour un point sur oui, ça. parce que, effectivement, par rapport à ce qu'elle vient de dire, d'un côté, donc, les Russes, et puis de l'autre côté, les Américains qui sont... Oui, qui se jouent, d'ailleurs, n'oublions pas d'ailleurs... Voilà, n'oublions pas qu'au début... Pas son mot à dire, alors que le problème se situe sur le territoire européen. Et tellement d'ailleurs qu'il ne faut pas oublier cet épisode il y a à peu près 1 mois et demi où Biden rencontrait c'est Biden qui rencontrait Poutine.
hein, alors qu'on est sur un conflit qui concerne en effet le territoire dit européen. Moi, je fais très attention, et tout à l'heure je vous ai montré un bouquin qui s'appelle « La faiblesse du vrai ». Je crois qu'il faut être très vigilant par rapport à l'information qu'on donne et même à notre analyse géopolitique. Il y a une analyse géopolitique à faire, mais sur laquelle on ne doit pas faire l'économie de ce que là, il y a quand même une force militaire qui est évidemment immensément puissante, tenue par un homme dont on craint aussi son jusqu'au-boutisme et qui s'appelle Poutine, qui pourra arguer de plein de choses, mais qui est juste aujourd'hui en train d'attaquer un pays qui est un pays souverain. Bien. Bon. Michel, oui. Et je finis. Et sur ça, il ne faut pas qu'on soit un peu comme des gazelles à toujours vouloir analyser à la pointe, marcher sur des œufs. Non, non, non. On a quelqu'un de très dangereux qui correspond à un impérialisme qui est celui de la Russie, qui aujourd'hui a décidé d'aller s'attaquer à des personnes dont il sait qu'elles sont plus faibles, et avec un continent qui est le continent européen, dont il sait qu'il n'est pas militairement organisé. Et d'ailleurs, vous avez vu la décision aujourd'hui qui est celle des Européens. Chose exceptionnelle, qu'il faut remarquer, qui est peut-être aussi historique, l'Allemagne se réarme. C'était interdit. Tout à fait. Exactement. D'accord ? Bon, Tout à fait. l'Europe décide d'acheter des armes, donc de se réarmer aussi. Et on va certainement, dans peu de temps, reparler d'une armée éventuellement européenne. Mais il faut quand même redire, l'Allemagne se réarme. Tout à fait, oui. Michel? Bon, alors, je considère quand même, à l'inverse de ce que dit Béatrice, que les données géopolitiques doivent être analysées pour comprendre cette situation. Alors, les spéculations sur le caractère plus ou moins paranoïaque attribué à Poutine, ça, je laisse ça aux journalistes des télévisions mainstream. Bon. La réalité est la suivante. La réalité est la suivante. C'est que, je vais donner une carte ici. Qu'on ne peut pas voir malheureusement à l'antenne. Bon. Les Européens, et je mets dans le même sac les Européens et les Américains, parce qu'ils sont dans une alliance qui est l'alliance atlantique, l'OTAN, n'ont pas respecté l'engagement qui avait été pris avec Gorbatchev en 1991 de ne pas étendre le périmètre de l'OTAN. Donc, toute une série de pays ont adhéré à l'OTAN, et là, les Européens et l'OTAN acceptent la candidature de l'Ukraine pour entrer dans l'OTAN. Ce qui veut dire qu'en fait, on aboutirait à l'encerclement de la Russie par l'OTAN. C'est ça le fait principal. Bien. Deuxièmement, Voilà. Les Russes ont proposé des négociations pour résoudre ce problème en demandant que l'OTAN, les Américains, acceptent de garantir la sécurité de la Russie en neutralisant, en finlandisant l'Ukraine, donnant à l'Ukraine un statut de neutralité. Tout en préparant déjà sa guerre, hein? Non, pas du tout. Non, pas du tout. avant. Ça, c'est les commentaires. Ça, c'est les commentaires des journalistes. Mais non, mais ça. Il n'y a pas qu'une seule vérité. C'est pour ça que je disais, Ben, toi, tu fais une analyse géopolitique à ton sens. Tu permets. Il faut apporter quelques Bon, nuances. moi, j'ai entendu sur une télévision un général dire que ça lui paraissait tout à fait normal de négocier, quand tu négocies, d'avoir plusieurs options. En disant, si ma négociation réussit, bon, j'obtiens par la négociation que je veux, mais si je n'obtiens pas, eh bien, je me prépare. Par conséquent, ce n'est pas absurde. Ce n'est pas absurde. Bon. Mais, okay. Et de l'autre côté, on fait pareil. Parce que, de l'autre côté, les pays baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie, sont surarmés par l'OTAN. Mais ils sont dans l'OTAN. Bon.
Et ils sont dans l'OTAN. Et il y a dans ces pays-là... Tu oublies la Crimée, tu oublies la... Il y a des milices néo-nazis hyper entraînées. Bon. Par conséquent, l'OTAN aussi se prépare. Bon. Par conséquent, donc, c'est une donnée essentielle. Et, bon, bien sûr, moi je suis partisan de la paix, bien sûr. Le journal Justice a dit qu'il faut retrouver la négociation. Mais la négociation, il faut quand même que, dans une négociation, que les deux parties s'écoutent. Bon. Par exemple, il faut quand même considérer que autant, comme l'a dit Karl tout à l'heure, autant les États-Unis n'ont pas accepté l'installation de missiles à Cuba. Qu'est-ce qui s'est passé? Khrouchtchev a menacé d'utiliser l'arme nucléaire et Khrouchtchev est allé... Kennedy, pardon, excusez-moi. Kennedy a menacé d'utiliser l'arme nucléaire. Khrouchtchev s'est déplacé à Cuba, après une discussion assez houleuse avec Castro d'ailleurs. Il a décidé le retrait des missiles. Oui. Et c'est comme ça qu'on a évité une guerre mondiale. Quelques éléments. Bon, je ne répète pas. Crimée, Libye, j'aimerais bien que tu... Quelques éléments que pour compléter, parce que globalement, je partage ce qui a été dit. Il faut quand même se rappeler que l'URSS, c'est quand même 300 ethnies. 300 ethnies est compliqué de retrouver, pour une louve, de retrouver ces petits dedans. Donc quand on parle de nations avec bien évidemment une campagne de russification intense, mais donc, le russe se parle dans beaucoup de territoires, mais il y a 300 ethnies. Et forcément, ce que disait Karl tout à l'heure est vrai. Il y a donc des nationalismes qui se manifestent. Il ne faut pas non plus imaginer que Poutine invente les nazis qu'il dénonce, même s'ils sont effectivement minoritaires. Mais je voulais préciser à Béatrice que en parler... Expliquer, ça n'est pas cautionné. Je répète encore une fois. Tout à fait. Voilà. Non, mais quand je disais que là où ça devient compliqué, c'est quand même que vous avouerez que 1, dans le temps, 2, dans les enjeux, 3, dans les méthodes, 4, dans l'analyse, il y a une complexité folle géopolitique de cette zone. Le dire en 2 minutes me semble être trop court. Et moi, je crains parfois les raccourcis qui amènent à dire il y a les gentils, il y a les méchants, et puis le russe Poutine, puisqu'on est dans une sphère... Et puis on oublie d'ailleurs toute l'influence de la Russie sur cette nouvelle vague de fake news aussi qui nous a influencé l'information nationale et internationale. Donc, juste pour dire, c'est pas je suis contre l'analyse, mais je dis qu'il faut être vigilant sur le temps qu'on y prend et les données. Russia Today, c'est une télévision qui était émise avec Sputnik. RT, oui, bien sûr. Ce sont des émissions qui sont émises vers l'Occident et qui font la propagande de la Russie. Bon, il faut le reconnaître. Ceci étant dit, je ne répéterai pas ce qui a été dit, mais 3 éléments. Premier élément, quand Poutine parle de Kadhafi, quand il parle de Saddam Hussein, quand il parle des régimes qui ont été détruits par des interventions occidentales et qui ont laissé le chaos, il ne l'invente pas. Alors bien sûr, c'était des assassins, c'était des criminels, c'était des tortionnaires. On ne dit pas que c'était des tortionnaires nécessaires, mais aujourd'hui, l'Irak et quant à la Libye, ce sont des bourbiers politiques où on ne se retrouve pas. Deuxième élément, j'extrapole, enfin j'élargis un petit peu. Il y a une résolution 242 qui a été votée par les Nations Unies en 1967 qui concerne le fait de sortir des territoires occupés par Israël en Cisjordanie. Jusqu'à maintenant, cette résolution-là n'a pas été appliquée. Exact. Donc, ce que je veux dire, bien sûr, Poutine, c'est un type qui est enfermé, il est dans sa bulle, il est coupé du monde. Un tchéquiste. Voilà, il est coupé du monde. Voilà, il est coupé du monde et donc il fera à sa tête. Mais cette résolution 242, pourquoi c'est en mine de ne pas s'y intéresser, surtout que quand il s'est agi de la question de la participation d'Israël à la Coupe du Monde à une certaine année, il n'était pas question de mêler le football à cette question, alors qu'aujourd'hui on dit qu'il faut exclure la Russie de la Coupe du Monde. Il y a 2 poids 2 mesures. Et tous ceux qui vont dans le sens du complotisme trouveront des justifications à Poutine pour ce genre d'attitude-là, ce que je trouve dommage. 2 poids, 2 mesures en fonction donc des interlocuteurs. Enfin, je vais redire ce que j'ai dit la fois dernière, ça va rassurer ma voisine de droite.
Sans jeu de mots. Sans jeu de mots. De gauche. Ouais, c'est bon, hein. Alors, Dis-moi pas du toi côté non plus. atlantique. Voilà. Je ne vois pas. Une guerre peut avoir des objectifs militaires. Je ne connais pas d'exemple de guerre qui a apporté des solutions politiques. Ah, encore que. Claude Juste n'a pas raison. Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire. Les guerres révolutionnaires. Je ne vois pas. Ça En tout demande- cas, ça ce type demande de la- guerre-là, Parce que- je ne vois pas. Je continue à penser. Bon, évidemment, Poutine ne me consulte pas, je rassure tout le monde. Biden non plus, hein. Macron encore moins. Je ne suis pas d'accord avec cette intervention. Parce qu'en réalité, toute la question est de savoir quel est le point de vue des Ukrainiens, du peuple ukrainien, ou des peuples qui sont en Ukraine. Ce sont les Voilà. premiers concernés. Des peuples C'est en les Ukraine. premiers concernés. Bon. Donc, mon analyse, c'est que il y a une situation qui se dégrade sur laquelle on a jeté de l'huile, on a mis de l'huile sur le feu, sans doute de part et d'autre. Et aujourd'hui, le couvercle de la cocotte minute a sauté, et on ne sait pas comment, on ne sait pas diminuer le feu, et on ne sait pas comment refermer le couvercle. Mais ça n'a pas il n'y a pas de solution. Parce que je ne vois pas la Russie occuper l'Ukraine. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est tout le territoire ukrainien ou si c'est une partie, quelle que soit d'ailleurs. Même si c'est une partie, ça ne change rien. Voilà, c'est soit la Russie occupe ou trouve quelqu'un, collaborateur qui a ça. Donc je n'en sais rien. Je ne suis pas un habitant de l'Ukraine, donc je n'ai jamais mis les pieds dans ce pays, donc je ne le connais pas. Même si j'avais mis les pieds, ce serait très peu de temps et je ne pourrais pas le connaître. Mais c'est ça le problème. Comment on règle ça sur le plan politique? Alors, j'ai entendu qu'il y avait eu des échanges à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. Bon, chacun a dit, voilà mon point de vue. Les points de vue sont très éloignés, mais justement, une négociation, ça a quel objectif? Alors, il paraît que ce sont des pourparlers, pas des Oui, négociations. alors là c'est le couloir humanitaire. Pour l'instant, c'est juste sur le Il y couloir a humanitaire. une Et puis, tu sais que deuxième la rencontre qui Biélorussie, doit, il y a une deuxième rencontre qui doit avoir lieu. Mais est-ce que les Russes vont accepter de se retirer? Pas les Russes, Poutine. Enfin, bon, Poutine. Parce que non, mais le peuple russe, justement. n'est pas d'accord. Commence à manifester mais son d'accord, désaccord. mais pour l'instant, Pareil. c'est Pour le bien. moment, c'est le président de la Russie. Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont Donc, accepter donc- de s'en aller pour qu'on puisse commencer des négociations? Ils ne voudront pas repartir. Ils ont dit. Là, ce matin, En fait, là, j'entends le des problème, c'est pas nouvelles tant que- le retrait, c'est le lieu. Vladimir Poutine a proposé la Biélorussie comme lieu de négociation. Évidemment, le président biélorusse étant un allié très clair de Poutine, le président ukrainien ne veut pas y aller. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que Poutine, c'est quelqu'un qui tue ses adversaires. Sa tête est mise à prix. Mais sa Bon, tête est donc mise à prix, la tête du la président tête, c'est- ukrainien est mise à prix. S'il passe ses frontières et qu'il va s'exposer en Biélorussie, il risque de ne jamais en revenir. Bon, ce que je... Pardon. Tu n'as pas encore parlé. Vas-y. Non, non, c'est Bertrand. juste ce que je voulais dire. Justement, cette personne dont le nom est un peu compliqué, j'oublie son nom exactement, voilà, qui occupe donc la fonction de chef d'État. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a été élu, on peut dire un peu par défaut, parce que vous savez comment il a été élu. C'est quelqu'un qui a incarné un personnage dans une série sur Netflix. Oui, bien sûr. Et il se trouve donc aujourd'hui il a joué un rôle d'acteur, qu'il est obligé d'incarner la fonction de chef d'État et surtout chef des armées aujourd'hui. Aujourd'hui, il est véritablement face à lui-même. Il a joué un rôle d'acteur et là maintenant il faut qu'il incarne la fonction. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes de cette histoire, et justement qui s'avère complexe. Mais expliquons bien à nos téléspectateurs et téléspectatrices que quand nous parlons de complexité, nous ne parlons pas de complexité au sens où les choses sont compliquées, au sens où il faut articuler tout un certain nombre de choses pour arriver à comprendre ce qui se passe. Et c'est pour cela qu'effectivement, l'analyse géopolitique, ce n'est pas à la portée. Donc c'est un élément, une donnée de l'analyse. Mais on peut aussi, donc de toute façon, comme c'est une action qui s'inscrit dans l'histoire, il va falloir donc la rendre intelligible. Et il faut réunir tout un certain nombre de paramètres pour pouvoir effectivement, un tant soit peu, arriver à comprendre. Mais j'ai un parti pris qui se rapproche donc de celui de ma voisine Béatrice. de droite, Béatrice. Moi, je crois que par principe, moi, je prends une position de principe. La guerre c'est la folie humaine.
il faut qu'on mette un terme à cette folie humaine. Moi, je vois qu'il y a la troisième ville ukrainienne, je crois, qui a capitulé ce matin, hein, avec des chars partout. Mais il y a ils ont rendu les mais armes. non, mais c'est ce que je dis. Il y a les gars, faut pas comparer l'Ukraine et la Russie. C'est une force militaire immense, la Russie. Les gars ont mis 70 kilomètres de chars les uns après les autres à la frontière, presque à l'entrée de Kiev. Donc il faut. Mais quand je dis ça, mais attention, faisons une analyse. C'est des vies là qui sont en jeu. Ouais. C'est des vies, c'est des gens, c'est des civils. Il y a des bombes qui tombent sur des gens. Alors on peut faire les analyses que l'on veut. La réalité, là, c'est qu'on est face à des drames humains. On a encore, à cette époque-là, 21e siècle, des personnes qui pensent, et sur ce point-là, je rejoins Karl, qui pensent que aller bombarder, menacer de la bombe nucléaire va, de façon formelle, résoudre un problème qui est peut-être un problème de rapport humain ou qui est parce que l'OTAN a mis une base. Enfin, il y a un moment où Surtout que ce que j'entends on est dans de la folie. Ce que j'entends n'est pas rassurant pour aller dans ton sens, parce qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine dit qu'il demande à ce que les Ukrainiens sortent des villes, que notamment Kiev soit libérée. Et si Kiev n'est pas libéré, c'est que le pouvoir refuse de faire partir les habitants de Kiev. Donc le pouvoir se sert de la population comme bouclier. C'est vrai, bien sûr. Et donc c'est gravissime, parce que ça veut dire que s'il passe à l'attaque et qu'il y a des morts, il va dire ça n'est Moi, pas je leur avais dit de Bon, partir. alors, moi, je voudrais dire deux choses. Oui. Parce que je sais que nous pourrions discuter jusqu'à demain de l'homme. Mais à ce moment-là, je te demanderai Faire une émission de dessus. me servir un petit... au beurre chocolat. Une AOC. Une AOC. Bien. C'est le carême, Michel. Ah, c'est vrai, c'est Pain au vrai. beurre chocolat, je redis. Bon, alors je voudrais dire deux choses. La première, c'est que je ne suis pas les analyses occidentales qui sont diffusées par les médias, qui disent que ces négociations qui sont là ne mènent à rien, etc. Moi, ce que je note, c'est que dans un pays, dans une crise, que d'une manière ou d'une autre, pour des raisons différentes, les deux parties acceptent de se rencontrer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, on va dire que je soutiens Macron. Macron a téléphoné 3 fois déjà, depuis le début de l'intervention, a déjà eu 3 conversations avec Poutine. Bon. C'est ce qui veut dire que les fils les fils ne sont pas entièrement rompus. Ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas entendu que Bush prenait son téléphone pour appeler Saddam Hussein. Bon. Et on l'a bombardé, on l'a capturé et on l'a pendu. Est-ce que tu aurais accepté de négocier avec un pistolet sur la tempe? Bon, moi, j'accepte de négocier. Je te dis, tu me parles de moi, personne ne peut quand même s'appuyer moins et puis un pistolet, parce que j'apprends en main. Bon. Et comme Poutine, je suis un pratiquant d'arts martiaux. Bien. Mais ça aussi, c'est un élément intégré dans Bon. compréhension. Autrement dit, les généraux, il y a des Son généraux. sport préféré. J'étais en train de dire tout à l'heure, il y a un général qui, sur une télévision, a expliqué la stratégie de Poutine. Et tout de suite, il a été accusé de complaisance de soutenir Poutine. Il a expliqué que précisément, contrairement à ce que disent les Occidentaux, si les types n'ont pas écrasé, n'ont pas réduit en cendres Kiev, c'est parce qu'ils ne voulaient pas proposer un drame humain. Bon, par conséquent, et d'où cette tactique qui a constitué à encercler les villes. Alors, bien sûr, ils se sont débarrassés des aéroports pour pouvoir maîtriser le ciel. Bon, et ne pas avoir les F-16 livrés par les Américains aux Ukrainiens, les bombarder, parce qu'il y a ça aussi. Puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous assistons en ce moment, on a parlé tout à l'heure de la télévision, de Russia Today et de Sputnik qui ont été interdites. Alors les grands défenseurs de la liberté d'expression de la presse se sont empressés d'interdire 2 médias qui diffusaient, 2 médias... De la propagande.
Pas nécessairement de la propagande, des Comment tu appelles analyses. ça, de la communication? Des analyses. Mais oui, mais tu donnes le point de vue occidental. Mais arrête. Mais non, par contre, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, parce que pour décrédibiliser un propos maintenant, le truc c'est de dire tu donnes le point de vue occidental. J'ai le droit d'avoir un avis. Allez. Bon, Alors, les Occidentaux, finis ton avis. tu permets que je termine. Finis. Les Occidentaux disent que les télévisions en question, c'est de la propagande. Bon. Les télévisions en question, j'ai écouté. Avec Internet, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On a ça sur YouTube et puis c'est tout. Enfin, je vais voir. Parce que bon, pour essayer de me forger un point de vue, je regarde ce que la presse occidentale raconte. Et puis je regarde ce que de l'autre côté on raconte. Mais bien sûr. Et il se trouve qu'il y a des blogs qui sont tenus par des Français qui vivent en Russie, quelquefois depuis 15 ans, 20 ans. Alors, il y a une bonne femme qui fait ça, Russia Politics ou quelque chose. Qui n'est pas poutinienne, hein, elle n'est pas pro-Poutine, elle est plutôt hostile. Et qui donne des analyses. Alors, bon, moi, j'essaie de regarder, de voir qu'est-ce qu'il y a comme nuance, etc. Il y a un truc quand même assez amusant, je ne sais pas si c'est le mot. Il y a une île, pas loin de la Crimée, qu'on appelle l'île aux serpents. Et il y a eu l'île aux serpents. Et il y a eu un bâtiment de guerre russe qui a demandé à la garnison, je crois qu'ils étaient 13, de se rendre. Et ils ont comme réponse le mot de Cambronne, que je ne vais pas citer ici. Bien. Et on a dit, ils sont morts en héros. Mais non, ils ne sont pas morts. Mais non, ils ont été faits prisonniers et ils ont été relâchés. Ils ne sont pas morts. Alors bon, moi, je n'étais pas avec eux, hein. Je dis ça tout de suite. Alors, comment savoir ce qui se passe réellement? C'est extrêmement compliqué. Il faut laisser le temps aussi. Bon, moi, je pense que, en tout cas, j'espère qu'il y aura une certaine retenue des troupes russes. Parce que écraser une ville sous les bombes, les Occidentaux savent ce que c'est, hein. On a écrasé Bagdad, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, on a écrasé une ville d'Allemagne qu'on appelle Dresde. Mais on l'a rasée complètement. Il n'y avait plus une brique de bout. Et en Bosnie et en Herzégovine, bon, c'est pareil. Hein. Donc, en fait, qu'est-ce que nous supportons? Que payons-nous là? Nous payons la résurgence de nationalisme en Europe centrale, dans tous ces territoires-là, mais on a oublié, on n'a pas la mémoire au XIXe siècle, c'était déjà le cas. En fait, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, l'Europe n'avait jamais connu 50 ans les frontières de ces pays-là n'ont pas cessé de bouger. Et qu'il y a des minorités nationales, allemandes, hongroises ou d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans ces pays-là? Là où il y avait des pays qui essayaient peut-être pas suffisamment, tant bien que mal, de maintenir une certaine cohésion. On a dit, mais non, on va séparer. Alors, il y avait la Tchécoslovaquie, on a dit, il y a la Slovaquie, et puis il y a la République. Il y avait la Yougoslavie. On a dit, mais non, il y a la Slovénie, il y a la Serbie, il y a le Kosovo. Le Kosovo, la Yougoslavie était divisée en 7 États. Bon, on a séparé ça en confetti. Je ne suis pas sûr que ça soit mieux de ce point de vue-là. Ce sont des États qui ne sont pas viables. Qui ne sont pas forcément viables. Mais oui, économiquement. Bon, alors comment je vois monsieur? Ce sont donc des vassaux des États-Unis. Enfin, je ne sais pas. Des colonies américaines. Bon. Donc, je ne suis pas sûr que le monde, à faire ça, je ne suis pas sûr que le monde soit plus sûr aujourd'hui qu'hier. Je ne suis pas sûr. Bon. Parce que l'action... parce que tout le travail qui a été fait... Je voudrais quand même terminer mon propos, parce que j'ai été interrompu par madame. Non, parce que Michel, fini. J'étais en train d'expliquer, précisément, que les médias occidentaux nous font subir, en ce moment, la même chose qu'on a eue, la même désinformation qu'on a eue à l'époque de la guerre en Libye, de la guerre en Irak, de la guerre en Yougoslavie, et aussi en ce qui concerne la Syrie. Par conséquent, quelle est la méthode? Eh bien, c'est l'émotion. On va interroger quelqu'un qui est dans un abri avec un enfant, et puis voilà. Bon. Alors, bien sûr, nous tous, nous sommes
c'est malheureux que des gens souffrent. Mais c'est ça la méthode. Alors, sans compter la falsification. Et on met 4-5 soi-disant experts pour expliquer ce qui se passe. Ils ne sont pas tous d'accord, les experts, sur les... Alors, c'est ça le problème. Parce que la nuance, elle est déjà au niveau de la sphère occidentale, parce qu'il y a des gens qui sont pas pro-Poutine, ou encore contre Poutine, mais il y a des gens qui essaient d'expliquer le pourquoi de l'intervention russe. Alors, c'était le but de mon intervention, c'était de dire que, comme Karl l'a dit, on ne pourra peut-être pas faire le bilan tout de suite, c'est après, bon. Mais qu'il faut faire jouer son esprit critique. Oui, tout à parce fait. qu'une image, bien sûr, quand on montre une image, il y a l'image et puis le commentaire. La contextualisation aussi. La contextualisation. Oui. Et beaucoup de ces images, il y a un blog d'un type qui fait ce travail très remarquable qu'il a fait pour l'Irak, pour la Syrie, pour toutes les, y compris depuis le Vietnam, la fameuse vedette qui était entrée dans le golfe du Tonkin. Eh bien, c'est Michel Colomb. Qui explique ces choses-là. Bon, alors, par conséquent. On me fait signe que c'est terminé, mais on n'a pas parlé de quelque chose d'essentiel quand même. Où j'ai vu ça. On parle. Voilà, l'Assemblée nationale rend hommage à Aimé Césaire. Est-ce que vous avez ça vous... Ah oui, j'en ai entendu parler, bien sûr. Même, bon, mais on n'en attendait pas moins. Oui. Voilà. Et je trouve que c'est intervenu tardivement. Oui, ben ça aurait été plutôt sympa qu'il rende hommage surtout à une idée politique d'Aimé Césaire. Notamment là, en temps de guerre, et quand on parle d'impérialisme. C'est pour ça que je... Mais laisse-le finir pour parler de ça. Ben, j'allais dire ça justement. Non, mais alors, tout le monde a... Mais tu sais, je peux partir. Non, parce qu'à chaque fois que j'ouvre la bouche... Alors, à chaque fois que j'ouvre la bouche, d'accord, j'ai droit à laisse-le finir, tu coupes. Alors, tout à l'heure, il a parlé. Tout à l'heure, Karl a parlé quand Michel était en train de parler, qui parle 4 minutes. Moi, à chaque fois que j'ouvre la bouche, c'est laisse-le finir. Eh bien, je ne parle pas. Bon, ok, non, c'est bon. Voilà. Allez, finis sur Césaire. Césaire qui a déjà une bouche de métro, enfin une station de métro. Oui, non, mais et là, l'Assemblée nationale. L'idée, mettre en exergue son fameux discours sur le colonialisme, moi je trouve que c'est un texte admirable qui aurait dû, en guise de reconnaissance, qui aurait dû être davantage partagé et même enseigné. Voilà, ça serait un bel hommage. Et on n'a pas parlé non plus d'Emmanuel Macron qui annoncera sa candidature ce vendredi. C'est déjà fait. C'est fait depuis cet après-midi. Par un moyen surprenant, ni audiovisuel, il a adressé une lettre à tous les Français. Une lettre à la nation. Il a fait comme Mitterrand. C'est dans tous les journaux. Déjà, d'accord. À l'adresse des Français. Oui, il a annoncé sa candidature. Sur Césaire, les hommages de ce genre-là, je m'en méfie beaucoup. Parce que quelquefois, ça permet de banaliser les idées de quelqu'un. Et chaque fois que j'ai l'occasion de relire le discours sur le colonialisme, d'autres textes, je me rends compte que même ici, nous ne l'avons pas suffisamment lu et compris. Parce que sans doute que si nous l'avions davantage lu et compris, nous ne serions pas dans la situation d'aujourd'hui. Quand Césaire dit « Quand donc mon peuple cessera-tu d'être un jouet sombre au carnaval des autres », est-ce que vous croyez vraiment, je prends cette citation juste après le carnaval, est-ce que vous croyez vraiment que cette situation n'est plus d'actualité ? Moi, plus le temps passe, plus j'ai l'impression que non seulement on y est, on y est toujours. Alors, je me fais agresser sur ta sortie là. Laissez parler Béatrice, bande de machos. Exactement, merci. Alors, merci. Mais non, mais c'est fréquent, mais je vais vous en faire la démonstration. Non. Et d'ailleurs, ça en fait rire certains parce qu'ils s'en rendent compte Béatrice, quand même. Au lieu de, entre guillemets, babiller. Mais m'a obligé babiller. Donne-moi, s'il te plaît, donc. Ton sentiment sur l'Assemblée nationale qui rend hommage à Aimé Césaire. Eh ben donc je répète et finalement Karl l'a déjà dit que plutôt qu'à chaque fois. Désolé. Non, mais tu sais que j'avais introduit sur ça. Il serait temps peut-être de penser davantage pour la France à mettre en avant plutôt la pensée de Césaire plutôt que simplement l'homme. Et là, en effet, en ces temps de conflit, le discours sur le colonialisme est plus que prégnant. Et il serait temps qu'on ait, et vous l'avez dit, un humanisme qui n'est pas de couleur, qui n'est pas d'origine,
parce en effet, on voit qu'il y a une montée des émotions sur plein de choses, mais que lorsqu'il s'agit de certaines couleurs de personnes qui sont attaquées, de certaines guerres sur des théâtres de guerre qui soient noirs, qui soient arabes, on est moins ému. Et on a vu en effet une Europe beaucoup moins émue lorsqu'il s'agissait de l'Irak, lorsqu'il s'agissait de la Syrie, lorsqu'il s'agit de la Crimée, ou lorsqu'il s'agit du Mali, ou de la Palestine. Ou de la Palestine. Voilà. Moi, je vais citer Et Césaire sur cela. Pour prolonger ce qui vient d'être dit, justement, la discussion que nous avons eue à propos de ce qui fait l'actualité de l'Ukraine, justement, la phrase de Césaire, je trouve qu'elle est très appropriée, puisque il faudrait que les Martiniquais ne soient pas le jouet son carnaval des autres. En étant pro-Poutine ou pro-américain et en étant plutôt pour non un aligné. impérialisme pour tout qu'un autre. En étant plutôt non aligné, je dirais. Et alors, dans la même veine, je vais citer une phrase, je crois, de mémoire de ce discours sur le colonialisme. Il parlait de l'Europe. Il dit une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation décadente. Oui. Il parlait de l'Europe. Voilà. Bien. Merci beaucoup, madame. Non, mais je pense qu'en étant non aligné, qu'on est véritablement dans l'esprit. Tout à fait. En tout cas, merci à tous les 5. Voilà, tous les 5. Merci, madame. Je me fais allumer. Elle est de terre à se défendre. Elle est de terre à se défendre. J'ai vu ça. Non, mais là, je vais ça. y mettre encore plus d'énergie parce que je sens que c'est une attaque alignée en règle. Oh là là. Non, mais Ouais, dans le plaisant, le problème, c'est que quand elle était interrompue, elle proteste, mais quand c'est du machisme, mais quand elle interrompt les autres, c'est du féminisme. Non, mais on va pas comprendre. Attends, Michel, c'est pas fini, Michel. Elle est fémène. Non, même pas. Mais on est du droit. Elles sont russes. Alors, merci Béatrice, merci Michel. Oui, bien sûr. Merci Carl, merci Bertrand, merci Charles. Welcome. Merci à tous d'avoir animé avec beaucoup de, n'est-ce pas? D'énergie. Beaucoup d'énergie d'entrer cette émission. Retour de carnaval, nous sommes en carême, Béatrice. Moi, très bien, D'accord. je vois de l'autre. D'accord, très bien. Merci beaucoup à tous, merci chez vous, merci à Grégory pour la réalisation et à très vite sur Zouk TV. Au revoir. Au revoir. Vous te comprenez.